Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans cette nouvelle émission de l'atelier littéraire du Media Lab de la FLSH, à l'Université catholique de Lille. Je suis Alyosha Valasovski et je suis très heureux de recevoir aujourd'hui Mathias Béjean. Mathias Béjean, bonjour. Bonjour. Vous êtes maître de conférence à l'Université Paris-Est Créteil, où vous enseignez et où vous suivez des séminaires de création autour du management et de l'innovation. Vous êtes également aussi chercheur et vous organisez des programmes de recherche à l'École nationale supérieure de création industrielle de Paris, où vous êtes responsable de programmes et d'enseignement sur les nouvelles formes de l'innovation, et vous êtes responsable d'un master qui s'appelle Innovation by Design. Vous avez publié récemment ce livre qui traite du management des entreprises de création, que vous venez de publier, qui s'intitule « Le management à l'épreuve des activités de création, enquête sur les régimes de signification dans les entreprises de création contemporaine ». Alors j'aimerais, si vous voulez bien, qu'on commence par parler de ce livre que vous venez de publier, donc qui est une manière aussi de travailler à partir du management, dans le cadre du management, mais en ouvrant, en réfléchissant à ce que vous appelez les entreprises de création. Alors quelles sont-elles et quelles ont été un peu la manière dont vous avez travaillé sur ce domaine ? Mais tout d'abord, merci beaucoup de m'accueillir ici. Et c'est un plaisir pour moi de venir présenter ce travail-là. Il me tient beaucoup à cœur puisque, en fait, il a démarré, le livre est récent, mais il a démarré il y a un peu plus d'années. Et il vient d'une expérience fondatrice, pratique au début, dans une entreprise de création de jardins. D'accord. De jardins qui voulaient avoir une tradition d'art des jardins et qui confrontait, à l'époque, j'étais un jeune étudiant en école de commerce, pas encore chercheur, pas encore docteur, et qui confrontait quelqu'un qui avait des rudiments de notions de management à l'activité de création, en l'occurrence qui était celle-là dans l'art des jardins. Et alors c'est vrai que du coup le mouvement a été, partant d'une cette expérience un peu fondatrice, confronté à un certain nombre de problématiques, de réfléchir à la manière dont le management peut ou pas d'ailleurs, l'hypothèse qui est travaillée, c'est qu'on peut essayer d'avancer dans ce cadre-là, mais peut essayer d'intégrer des logiques de signification particulières qui sont portées par la création. Et alors du coup, ça s'est étendu sur une véritable enquête dans d'autres domaines que celui du jardin, la musique, qui n'est pas traitée dans ce livre-là, mais dont j'ai pu présenter des travaux ailleurs, et également le graphisme, la scénographie, le théâtre. Voilà un peu. Et donc, en travaillant un petit peu dans cet esprit finalement de laboratoire, de recherche, d'interactivité aussi, d'interaction finalement entre des domaines qui a priori sont relativement classés, segmentés, séparés. Le management ne se mêle pas directement de jardinage, de composition des jardins, d'histoire d'esthétique ou d'art ou de création. D'une certaine façon, quelles ont été les conséquences finalement sur ce qu'est le management et sur ce qu'est la gestion au final, puisque vous l'avez dit, finalement la capacité à travailler dans des domaines assez différents, d'arriver à conjuguer ces différents domaines par votre propre parcours, votre travail dans une école de commerce et aussi sur vos aptitudes, vos intérêts dans différents genres. Donc quelles ont été les conséquences sur ce qu'est finalement le management ou la gestion aujourd'hui ? Alors, tout à fait. Alors même les conséquences, il y a un mot qui est important, c'est le mot épreuve, puisque cette entrée dans le monde de la création, c'est pas fait sans conflit, sans heurts, sans difficulté. C'est d'ailleurs dans le titre de votre livre, à l'épreuve des activités de création. Donc ça ne se fait pas sans un certain frottement. Voilà. Et donc Eliane Courbou, qui était la paysagiste créatrice de jardin avec laquelle j'ai eu la chance de travailler, m'a dit dans les premiers temps, mais tu vas pas me faire une échographie du cerveau. Voilà, c'était la rencontre. D'accord. Donc c'était une méfiance de la manière dont le management cherchait, selon elle, à rationaliser, ce qui est une méfiance qui était justifiée. Oui, c'est légitime. Et donc c'est un peu ça que j'ai essayé de comprendre, c'est à la fois, effectivement, qu'est-ce que fait le management quand il cherche à organiser l'activité de création habituellement ? Il opère dessus, il essaie l'hypothèse est qu'il est dans un régime de différenciation, il essaie d'articuler des choses entre elles, de les coordonner après elles, sur des tâches, des objets, des prises de décision. Alors techniques de rationalisation. Des techniques de rationalisation, tout à fait. Qu'on apprend dans des écoles. Oui, qu'on apprend dans les écoles, que j'avais appris moi-même. Et alors que ce que je voyais chez l'artiste avec laquelle je travaillais, c'était l'idée de logique que j'ai appelée dans ce travail-là, de densification, d'avoir
d'amener des manières de lire le monde symbolique dans lequel elle évolue, toujours plus fine, de contemplation, de travail dans les jardins. Alors, il y a évidemment les aspects symboliques, mais pas uniquement, un travail sur les textures. En gros, planter une plante, c'est pas juste planter une plante, c'est qu'il y a tout un travail de scénographie. C'est des choses auxquelles que j'avais pas vu au début. Le passage par la philosophie de Nelson Goodman, donc qui est un des auteurs traités, peut-être qu'on en parlera un peu après derrière dedans. C'est ce qui m'a permis de revenir sur quelque chose de l'ordre de qu'est-ce que moi, en tant que manager, maintenant je peux faire sur ce monde-là. Et un exemple que je prends souvent, c'est la question du stock. Un stock de plantes pour un manager, un stock tout court, se décrit comme généralement dans la littérature sur la gestion des stocks, comme un risque, comme un coût, comme quelque chose, comme une valeur aussi quand même, mais fait monétaire. Justement. Voilà. Et l'idée c'est comment on opère depuis le monde du management sur les stocks, on opère en réduisant, en optimisant, en valorisant. Là, en fait, ce mot stock de plantes était, dans le monde de la création, du jardin, était quelque chose qui avait beaucoup plus de rapport avec les gestes de création, était une source d'inspiration, était quelque chose qui participait d'un renouvellement du langage même des jardins. Et donc, en fait, on a fait un travail beaucoup sur la langue, sur l'histoire de la botanique d'ornement aussi, qui prend ses sources, les premiers grands traités, dans la Rome antique. Et donc, ce faisant, on a réfléchi sur ça, et il y a eu un impact sur la manière de gérer vraiment les stocks. D'accord. Mais est-ce que ça veut dire que ce livre, du coup, d'une certaine façon, explique qu'on ne peut pas séparer ou qu'il faut lier nécessairement le projet, justement, de management, d'entreprise, de commerce ou d'économie, avec finalement la spécificité, la singularité de l'objet même dont on essaie finalement de faire circuler, qu'on fait circuler. Il faut penser la plante, il faut avoir une vision esthétique du monde dans lequel on travaille. Oui, je pense que ça, c'était vraiment s'il y a un enseignement que j'essaie de transmettre à certains des étudiants que je peux rencontrer dans ces cadres-là, c'est justement penser l'activité, penser les objets. C'est une dimension qui est... Alors, je ne peux pas parler pour toutes les écoles, je ne les ai pas toutes vues, pas toutes étudiées évidemment, mais peut-être quelque chose qui est peut-être insuffisamment présent dans la manière dont on enseigne aujourd'hui, dans certains endroits, le management, où il peut être perçu, évidemment par tous les collègues, pas par tous les collègues parce que je vais me tirer des fourches codines. Non, mais il peut y avoir une tentation d'imaginer que ce langage, cette langue universelle peut se saisir des objets indépendamment des objets. Voilà, qu'on peut l'appliquer partout et que ça peut L'hypothèse du livre, c'est que justement, dans un cas très particulier, un peu presque à la limite de ce qu'on a l'habitude de gérer en management, l'art, la création, on fait l'épreuve que ça, c'est pas possible, c'est pas tenable, du moins c'est l'hypothèse qui est travaillée là, et que sinon on a vraiment des ruptures, on a quelque chose qui ne peut pas fonctionner, ou alors au contraire qui va banaliser énormément ce que c'est que la dimension créative ou artistique dans le projet. Et donc l'idée, c'est d'arriver à être à la fois pas banaliser. C'est un collègue à moi qui a beaucoup travaillé sur ces deux mots-là, banalisation, totalisation. Si c'est que art pour l'art, et ce qui est possible, tenable, qu'il n'y a pas de rapport à l'économie, pourquoi pas, alors on peut sortir. Mais si aujourd'hui, c'est peu probable. C'est peu probable aujourd'hui. C'est très compliqué. Voilà. Tout à fait. Les artistes ont besoin aussi bien sûr. d'économie. Donc à partir du moment où s'installe ce rapport-là, comment on pense un rapport qui échappe à ces deux pièges, quoi. Voilà. Mais oui, parce que alors je conseille justement vous qui êtes enseignant, à la fois vous êtes chercheur, vous publiez, vous avez beaucoup d'articles, ce livre notamment que je recommande. Vous êtes aussi enseignant, vous êtes donc en contact aussi avec des jeunes qui vont être formés justement dans le monde du management. Je conseille justement à tous nos téléspectateurs, parce que nous avons ici à l'Université catholique de Ligue la fac de gestion, d'économie et de gestion, FGES, où effectivement beaucoup d'élèves pourront se précipiter sur votre livre après notre débat, notre rencontre, parce que effectivement ça peut leur donner aussi des idées pour des projets aussi innovants, pour des projets de recherche, pour aussi des projets d'entreprise qui soient en contact avec un certain nombre d'aspects de la création contemporaine ou de l'activité de création en général. Moi, la question que je voulais vous poser, c'est justement quels sont les conseils que vous pourriez donner à des étudiants qui pourraient lire ce livre pour essayer un petit peu de s'inspirer de votre travail, de votre démarche. Alors, c'est vrai qu'il y a déjà eu en management des réflexions sur le fait, on parlait à l'époque de praticiens réflexifs, c'est-à-dire d'avoir des gens critiques, réflexifs. Ça, je pense que c'est quelque chose qui est déjà, quand même, qui est présent. Peut-être ce qui peut se rajouter là, c'est évidemment de ne pas avoir forcément peur de la théorie, puisque moi, à l'origine, je suis donc entrepreneur, je crée cette entreprise. Alors, on ne partait pas de rien, mais on crée une entreprise ensemble avec des associés. Oui. Je suis encore étudiant à l'époque.
Donc c'est une démarche d'entrepreneuriat. Je me confronte à cet objet bizarre, j'essaie de trouver des voies pour pouvoir avancer, mais je veux quand même créer de la valeur, je veux quand même qu'on puisse en vivre. Et donc du coup, mais ça va passer par un effort théorique. Oui. Et c'est vrai qu'il y a une manière de penser l'objet, l'activité, cette manière de penser, de rentrer dans le monde. Comment dire, on avait des liens d'amitié avec les personnes, hein, Pierre et Eliane, qui étaient liés à ce projet-là. D'accord. Les liens d'amitié n'ont pas suffi, ils ont été importants, n'ont pas suffi à faire exister l'objet sur lequel je devais moi opérer. C'est-à-dire qu'il a vraiment fallu passer par un travail d'élaboration, soutenu donc par, en l'occurrence moi, un auteur comme Goodman m'a aidé pour faire ça. Son travail sur les systèmes symboliques particulièrement. Donc le conseil, enfin c'est un conseil, c'est du moins un retour d'expérience, comme on dit, est la pratique et la théorie. La pratique et la théorie, je pense on trouve des manières d'articuler ça. Ça fait partie de ce qu'on appelle aujourd'hui les sciences de l'action. Et dans les sciences de l'action, je crois que l'idée qu'on pourrait avoir des postures de théorisation de ce que c'est que l'action, les opérations, les structures qui s'y joueraient dans l'action, indépendamment, comme vous le disiez, d'une compréhension de la manière dont les gens qui sont en action font sens de ce qui se passe, ou même d'autres qui seraient à côté, essayant d'organiser ce qui était ma posture. Cette circulation dans les objets ou dans les postures, c'est quelque chose qui, à mon avis, est au cœur même des objets que doit travailler une science de l'action. Et je crois que c'est... donc ça ne veut pas dire que tous les étudiants d'école de commerce doivent devenir des spécialistes de la science de l'action, mais peut-être que dans le monde qu'on veut fabriquer pour la suite, avoir cette capacité à bouger dans des postures, elle peut permettre de créer aussi de nouveaux mondes et de la valeur, hein, in fine. Parce que nous, on a quand même c'est la finalité, c'est l'objectif. On a quand même eu, à un moment donné, parce qu'après, ça dure une dizaine d'années à peu près ce projet-là, hein, on a eu quand même des moments plutôt bien. Hein, Donc pour dire aux étudiants qui peut-être écouteront, on ne décorrèle pas du tout ça du monde des pratiques et du monde de la création de valeur. Par contre, on la thématise un peu différemment. Oui. Alors votre livre, Le management à l'épreuve des activités de création, pourra aussi intéresser ceux qui, de l'autre côté, plutôt littéraires, philosophes, ou même qui travaillent dans les métiers de la culture, pourront aussi trouver dans votre livre des éléments justement concrets pour concrétiser des projets. Moi j'avais une question justement, on peut lire ce livre aussi dans un dialogue finalement entre le monde entrepreneurial, le monde de l'entreprise, le monde du management et aussi la philosophie, ou les arts et les lettres. C'est une sorte de dialogue aussi que vous mettez en place, que vous créez, que vous stimulez en tout cas, très intéressant à la lecture. Et justement, une des références de votre livre, c'est Nelson Goodman. Oui. Mais alors, qui est Nelson Goodman, ce philosophe américain? Est-ce que vous pouvez nous en dire quelques mots au moins pour qu'on puisse savoir qui il est et comment vous l'utilisez? Parce que là, on est dans un champ très particulier de la philosophie, qui est la philosophie analytique, qu'on connaît évidemment maintenant en France depuis quelques années, mais qui est peut-être pas aussi connue que la philosophie européenne, continentale, classique. Alors, quelques mots peut-être pour nous présenter Nelson Goodman. Alors bon, c'est vrai que Nelson Goodman est un auteur un peu particulier. Alors on l'a classé dans l'école d'analytique, ce qui n'est pas du tout faux. Hein, des gens, parce qu'en France il y a des spécialistes comme Pouillet et Morisot qui ont travaillé beaucoup sur Goodman, qui ont contribué à le faire connaître et moi à m'aider à me l'approprier aussi. Hein. Moi j'ai évidemment les textes. Hein. Oui, il y a des passeurs. Il y a des passeurs, et ils font partie de ces passeurs en France. Qu'il faut saluer, qui permettent. Il faut saluer. Et je pense que ce qui est important à dire par rapport à la discussion actuelle, donc il est aussi dans la lignée des pragmatismes avec un S américain, parce qu'il y en a beaucoup. Et très tôt, il va lui-même prendre ses distances vis-à-vis d'une certaine forme de formalisme à outrance, il disait, qu'il y a dans la philosophie analytique de l'époque. Hein. Et il a quand même un rapport à l'action. Il a un rapport à l'action donc dans ses travaux de recherche philosophique, mais aussi dans sa vie, puisqu'il est homme d'action, galeriste. Il rencontre sa femme dans la galerie, qui est une artiste, passionné d'art. Il va lui-même produire des œuvres multimédia, donc il crée des œuvres lui-même. Voilà, c'est un créateur. Donc c'est un créateur aussi. Et donc dans son projet, il y a quand même la volonté, dans un projet intellectuel philosophique, de penser un rapport entre des modes d'action et des modes de symbolisation, enfin des symboles à l'œuvre. C'est quelque chose qui se lit, qui est assez spécifique dans son travail critique sur la construction de monde. Et ça, je pense, c'est quelque chose pour le présenter qui, à mon avis, lui fait justice. Il était aussi très espiègle, il aimait faire beaucoup de blagues. C'est avec une rigueur quand même. C'est quelqu'un dont on prend les textes sont assez austères, mais en même temps, il aime bien glisser ça ou là
voilà, des petites blagues, enfin pas des blagues, non, des espiègleries plutôt, parce que des blagues c'est pas trop. C'est pas une caractéristique des philosophes analytiques, voilà. Qui ont quand même un peu aussi ce second degré, ce décalage, ce regard à la théorie qui est toujours assez, qui donne une certaine lucidité aussi sur les structures, sur les effets théoriques. Et donc c'est un auteur qui a été très utile parce qu'il s'intéressait c'est une sorte de sémio-pragmatique, on dirait aujourd'hui, c'est-à-dire à la manière dont les œuvres ou les systèmes de symboles fonctionnent en situation. Et donc c'est vrai que du coup moi, ça m'a permis de travailler un exemple concret de faire une analyse de ce type-là sur les rendus de création. Goodman parle de rendu des mondes. Bon, moi j'ai utilisé ce concept de rendu, les renderings en anglais, c'est pour les rendus de création et d'analyser comment ils étaient structurés, c'est-à-dire les plans, les croquis, les esquisses, mais pas que ça, aussi d'autres types de manières de faire exister des formes intermédiaires du jardin, donc des piquetages, des pré-scénographies qu'on peut analyser grâce à ces éléments-là et qui sont intéressants, puisque le manager, lui, qu'est-ce qu'il veut ? Il veut avoir des choses bien structurées, je disais différenciées, il a raison, pour organiser le travail, pour articuler les tâches, spécialiser et tout. Bon, mais l'artiste, il n'est pas forcément dans cette posture-là. Lui, il veut créer du sens, toucher, pas forcément faire du nouveau d'ailleurs, il veut faire du sens. Et donc, du coup, voilà, c'est cet antagonisme-là que Goodman, je trouve, aidait assez bien, puisqu'il y a chez lui, justement, une manière de penser des systèmes très articulés, très différenciés, ou des systèmes, donc des dotations notamment, et des systèmes qui sont beaucoup plus ouverts, comme ce qu'il appelle les esquisses, et dont on peut utiliser ces concepts-là pour analyser des éléments très pratiques dans le management. D'accord. Bon, écoutez, merci beaucoup. J'encourage les élèves et les philosophes à bien discuter. Mais oui, et je recommande à tous d'aller lire votre livre « Le management à l'épreuve des activités de création » qui vient de paraître aux éditions universitaires européennes. C'est un livre justement qui fait dialoguer le management et la philosophie à travers l'exemple des jardins et à travers la question du monde symbolique de l'artiste. Merci à tous. À très bientôt pour une prochaine émission de l'Atelier littéraire.